Donc j'espère que vous lisez The Conversation, que vous l'appréciez. On travaille beaucoup entre ce lien de confiance entre les chercheurs et les journalistes. C'est important pour nous. Cette confiance, c'est au cœur de ce qu'on fait. Et en 5 ans, on est quand même parvenu à travailler avec une communauté de 6500 chercheurs dans un réseau qui est aujourd'hui un réseau global et qui comprend plus de 60 000 chercheurs à travers le monde et en 4 langues. Donc c'est plutôt intéressant. Donc encore une fois, merci. Je vais dire merci à toute l'équipe de The Conversation qui est là aussi et qui travaille au quotidien. Et puis on va accueillir Didier Pourquerie, notre président, qui était là depuis le début de l'aventure avec nous et qui va vous dire quelques mots. Il a même une petite fiche. Il est bien mieux outillé que moi. Merci encore, à très vite. Merci Fabrice. Alors, chers amis de The Conversation, juste 3 mots. Donc, il y a juste 5 ans, on a lancé avec Fabrice, Caroline et quelques-uns de nos amis qui sont là. C'était une petite bande. On a lancé ce site. Aujourd'hui, on fête nos 5 ans. Je me suis dit, on ne va pas raconter comment on a lancé le site et tout ça, parce que c'est de l'histoire et puis finalement, ça a peu d'intérêt. En revanche, qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans, en 2 mots, ou plutôt en quelques mots, qui a fait que l'intuition du fondateur Andrew Jaspan de The Conversation en 2010-2011 en Australie s'est confirmée. Eh bien, depuis qu'on a été lancé, nous, The Conversation France, il y a eu évidemment les attentats de novembre 2015 qui ont demandé beaucoup, non pas de commentaires, mais comme le disait Fabrice, de travail, de partage de savoir autour d'analyse. Ensuite, rappelez-vous, en 2016, le mot de l'année, c'était post-vérité. Donc, dans un contexte de post-vérité, puis de fake news, etc., le savoir n'avait jamais été aussi important, le savoir construit, le savoir vérifié. Ensuite, il y a eu beaucoup d'autres choses. Je ne vais pas revenir sur les détails. Il y a eu le Brexit. On a été, pour être tout à fait honnête, on a été servi, entre guillemets, par l'actualité. Et puis, justement, comme on avait une bonne équipe de journalistes, très réactifs, et que la communauté des chercheurs qui écrivaient pour The Conversation s'est accrue régulièrement, on a pu, aujourd'hui, arriver à produire 13 ou 14 articles par jour de manière tout à fait régulière et avoir 60 000 abonnés à la newsletter, etc. Je ne vais pas vous assommer de chiffres. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est le fait que c'est vrai qu'on a 5 ans, mais dans ces 5 années très riches, le concept de The Conversation, il s'est révélé vraiment utile. Et je crois aujourd'hui que la différence entre un média qui tient le coup longtemps et un média fragilisé tient à l'utilité. L'utilité pour découvrir le monde, l'utilité pour décrypter le monde, mais aussi l'utilité pour être debout dans ce qui se passe et dans ce qu'on appelle un peu rapidement l'actualité. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne table ronde et je repasse la parole à Fabrice. Écoutez, ça va être rapide parce qu'on va faire monter nos invités. Aurélie, s'il te plaît, également. Peut-être, venez. Pour ce beau débat, quelle école demain? La question est vaste. Je ne suis pas sûr qu'on en fasse le tour en 1 heure, 1 heure et demie. Mais on va s'efforcer d'y apporter quelques éléments de réponse. Aurélie? Bonsoir, merci à toutes et à tous. Alors voilà, on a notre 3e intervenante qui arrive, Marie-Cécile. On va la laisser prendre une place. Voilà, non, pas du tout. Alors voilà, d'abord, merci de venir pour ce premier débat autour des 5 ans de The Conversation, qui va être consacré aux transformations de l'école et aux défis qui se posent à l'enseignement dans un monde en pleine transformation.
Alors, une première précision, d'abord derrière le mot école, comme disait Fabrice, c'est extrêmement vaste. On ne s'arrête pas, hein, bien sûr, au premier degré. Les expériences dont on va parler touchent aussi bien au premier degré, au secondaire. Une deuxième précision, alors les appels à changer l'école ne datent pas d'hier. C'est pas arrivé avec la crise du coronavirus. Ça fait un certain temps qu'il y a cette demande. D'abord parce qu'on le sait, derrière la volonté, il y a quand même des inégalités qui sont croissantes. On sait aussi que le monde est en plein bouleversement et que les métiers auxquels on prépare les jeunes ne seront pas les mêmes. On a déjà du mal à les imaginer. Et également, il y a aussi la question du numérique qui bouleverse complètement le rôle de l'institution, la place de l'école, puisqu'il y a maintenant de multiples canaux pour s'informer, pour aller chercher du savoir et ses compétences. Voilà, on voulait vous dire que la crise du coronavirus, en fait, elle a pas fait surgir cette demande de changement de l'école, mais elle l'a peut-être rendue plus forte, encore plus pressante. Et elle a fait toucher du doigt un petit peu l'urgence d'un changement de paradigme dont vont nous parler nos 3 intervenants qui travaillent justement sur ces questions. Alors, on va les laisser se présenter. Alors, d'abord, vous, François Tadei, vous êtes là aux côtés de The Conversation depuis le début. Et vous êtes l'auteur d'Apprendre au XXIe siècle, un livre qui pose justement toutes les questions autour de cette révolution. Je vous laisse vous présenter en 2 mots à nos auditeurs. Je vais d'abord dire bon anniversaire à nos amis de The Conversation. Je pense que leur aventure... je pense que le besoin de conversation n'a jamais été aussi évident. Et je pense que les conversations ont besoin d'être réinventées. Et je pense que la naissance de The Conversation y contribue fortement. Il y a tout un tas d'autres lieux de conversation, depuis l'Agora, au moins chez les Grecs, et probablement même dans les cavernes, il y avait déjà des conversations. Mais l'art de cette conversation a besoin de se réinventer régulièrement, et The Conversation y contribue énormément. Et donc je vous en remercie. Je pense qu'il y a eu d'autres lieux qui ont porté ça. Le CRI est un carrefour de rencontres intéressantes où on essaye d'avoir des conversations, et donc on était ravis de pouvoir les avoir avec vous et de continuer à les avoir avec vous régulièrement. Et je pense qu'on essaye de réinventer ces lieux de conversation. Les Lumières ont contribué à réinventer les conversations et à repenser l'école à ce moment-là. Je pense que des gens qui veulent changer l'école, ça fait très longtemps que ça existe. On y reviendra peut-être, mais il y a une citation que j'aime bien qui dit ça fait 100 ans qu'on essaie de changer l'école, ça fait 30 ans qu'on le fait sérieusement, mais malheureusement, rien n'a changé. Et cette citation date de 1632, de mémoire. D'accord ? Donc voilà, c'est pas nouveau. Donc c'est ce que vous essayez de faire au CRI. Vous êtes donc le fondateur du centre de recherche interdisciplinaire qui propose des nouveaux cursus depuis une quinzaine d'années. Depuis une quinzaine d'années, voilà. Donc avec nous aussi Julien Bobroff, qui est l'auteur de différents articles sur la vulgarisation et l'enseignement sur notre site, et qui pilote un groupe qui s'appelle La Physique Autrement, donc qui essaye dans sa discipline de réinventer un petit peu d'autres modalités, voilà, de transmission des connaissances. Je vous laisse vous présenter en 2 mots si vous voulez ajouter 2 mots. Ça y est, c'est déjà fait. Bonjour. S'il y a autre chose à dire. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Moi, je suis de l'université Paris-Saclay, donc au sud, 30 km avec le RERB. Et voilà, et moi aussi, j'aime beaucoup The Conversation. Tu as tout dit, mais je peux peut-être ajouter que les chercheurs ont souvent, enfin en tous les cas, dans mon champ à moi, de plus en plus la trouille de s'exprimer dans les médias directement vers le grand public et avec des journalistes en intermédiaire. Et The Conversation, c'est une sorte d'endroit protégé où on n'a pas peur, où on sent qu'il y a une bienveillance et il y a un accueil et un respect de la parole des universitaires qui fait qu'on y va sans hésiter. Et donc voilà, c'est pour ça que nous, on a plaisir à prendre la parole quand on peut et quand on a des choses à dire. Et je vais être très très mauvais sur le débat de ce soir, je préfère vous le dire à l'avance, je connais rien à l'école. Si j'ai 2 filles à l'école, donc c'est le pire cas possible. Je connais un peu l'enseignement supérieur. Moi j'ai enseigné et je continue à enseigner depuis 25 ans à la fac. Donc je témoignerai peut-être plutôt de ça. Vous travaillez aussi avec les lycées et les collèges. Et je travaille un tout petit peu avec les lycées, très pas écouté trop ce soir parmi les 3 en fait. Et alors, Marie-Cécile Nave, vous travaillez beaucoup sur les questions de relations internationales. On vous entend beaucoup pour ça sur les plateaux télé, mais vous avez travaillé aussi sur la question de la société apprenante avec François, et vous pilotez une série de MOOC. On ne parle pas de Donald Trump ce soir, hein. Non. Vous promettez. Si, ceci dit, on peut en parler. Ceci dit, on peut en parler parce que justement, c'est l'art de non débattre. C'est le fait d'être toujours dans
la volonté d'imposer son opinion, y compris et surtout quand elle est fausse. Donc, c'est quand même pas complètement éloigné. Donc, moi, je travaille à la conférence des présidents d'université dans une fonction qui, je pense, rejoint un peu les sujets de ce soir, parce que je suis conseillère discours. Donc, il s'agit d'écrire pour parler ensuite. Et je connais The Conversation depuis le départ grâce à Didier Pourquerie, ici présent, qui me l'a tellement bien vendu que j'ai tout de suite écrit dedans. The Conversation a accepté tous mes articles sauf un, mais je dirais pas lequel. D'ailleurs, je m'en souviens plus, c'est oublié, mais il n'était pas très bon d'ailleurs, donc c'est pour ça. J'ai écrit sur plein de choses dans The Conversation, sur Serena Williams. L'article qui a le plus de vues, c'est un article sur Serena Williams. Après, évidemment, c'est Donald Trump, c'est toujours vendeur, mais aussi sur l'éducation. On a écrit plusieurs articles avec François et Gaël Mingui du CRI sur l'éducation, sur les apprentissages. Et moi, je suis très intéressée dans toutes les activités que je peux faire ici ou à l'IRIS aussi, ou sur les États-Unis, etc., sur la question de réfléchir sur le débat démocratique. D'accord. Parce que je viens de la science politique et que c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Et tu travailles sur une série de MOOC donc, qui transmettent des bonnes pratiques et d'innovations dans le monde entier. On en reparlera tout à l'heure. Donc on va commencer d'abord par une sorte de petite carte blanche de 3 minutes pour chacun des invités, parce que c'est vrai que le débat est extrêmement vaste, et donc ils vont nous expliquer en fait quels sont les points essentiels pour eux à garder en tête quand on veut poser cette réflexion. Donc vous, François Tadei, vous aviez à cœur de parler d'une question d'éducation citoyenne, c'est-à-dire réfléchir à de nouveaux programmes, peut-être réorienter la transmission des connaissances, mais sans perdre de vue ce cap d'éducation citoyenne. Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est pas seulement une instruction civique, c'est une éducation à l'action. Je vous laisse développer un petit peu. Merci. Je parlais des Lumières. Condorcet a été le premier à exprimer très clairement le lien entre l'éducation et la citoyenneté et la science. Et je pense qu'il était membre de l'Académie des sciences. Il a écrit un traité sur l'éducation. Il a dit que c'était pour tous, filles et garçons, et que on devait avoir des enseignants de femmes et hommes. Et il s'est battu, par exemple, pour que les citoyennes les femmes soient des citoyennes, c'est-à-dire qu'elles aient le droit de vote, etc. Il s'est battu pour les Noirs puissent l'avoir, les Juifs. Enfin, il s'est vraiment battu pour beaucoup de choses. Il a perdu un certain nombre de ses combats, en particulier pour les Noirs et les femmes. Ça s'est mal terminé pour lui parce que la période était compliquée là aussi. Je pense que le débat n'était pas si évident. Et je pense que on a besoin de réinventer cette citoyenneté. Les Grecs l'avaient fait. Et comme par hasard, ils avaient aussi inventé l'éducation, la science, l'agora, le lieu de débat et la démocratie. Et donc ça a d'abord été... Cette citoyenneté et l'ensemble du package a été inventé d'abord par les Grecs pour la cité, par les Lumières, typiquement aux échelles nationales. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des débats globaux, on a des défis globaux, mais on peut se sentir citoyen du monde. On parle même d'éducation à la citoyenneté globale, ça fait partie des recommandations des organismes internationaux, mais aucun d'entre nous n'est vraiment un citoyen global au sens où on est un citoyen français ou un citoyen européen. Parce qu'on n'a pas de droit de vote et on ne peut pas peser directement sur les décisions globales qui sont prises. Non seulement nous, on n'a pas ce droit-là, mais nos enfants ne l'ont pas, et on ne sait pas si un jour ils l'auront. Mais même ici, ils ne sont pas considérés comme des vrais citoyens. Alors il y a une proposition qui sera discutée au Parlement début octobre qui veut leur donner le droit de vote dès 16 ans. Et je lisais un article cet été que j'avais trouvé très intéressant qui listait l'ensemble des arguments pour lesquels les enfants ne devraient pas voter. Et puis à la fin, il disait mais en fait tous ces arguments, ils savent pas de quoi ils parlent, ils sont pas suffisamment éduqués, ils sont influençables par leur famille, ils n'ont pas été suffisamment formés. Très honnêtement, on peut les appliquer aussi aux adultes. Et d'ailleurs, on les a dit pour les pauvres, parce qu'avant c'était le suffrage censitaire, et puis on les a dit pour les femmes, etc. Donc comment est-ce qu'on pense une éducation à la citoyenneté ? Comment est-ce qu'on les aide à être des acteurs au moins des décisions à leur niveau, c'est-à-dire dans leur école, dans leur collège, dans leur lycée. Donc leur apprendre à s'engager, quoi. Voilà, pour leur apprendre à s'engager, leur apprendre à prendre des décisions, leur apprendre à peser. Donc il y a la décision des Nations Unies qui a été le plus ratifiée par tous, sauf nos amis des États-Unis, c'est la Déclaration des droits de l'enfant. C'est assez récent.
mais il y a un droit qu'ils n'ont pas, c'est le droit de demander de nouveaux droits. Donc si on leur donnait le droit de demander de nouveaux droits, qu'est-ce qu'ils demanderaient comme droit ? Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, il y a des jeunes qui se sont spontanément octroyés le droit de demander de nouveaux droits. Ils n'ont pas demandé de nouveaux droits pour eux, ils ont demandé des droits pour la nature. Donc il y a une déclaration européenne des droits de la nature qui a été écrite par 400 enfants à travers l'Europe, qui a été remise au Parlement européen, qui a influencé ceux qui pensent la politique du Green Deal à l'échelle européenne, à la Commission comme au Parlement. Et ces enfants, ça a commencé par une classe à Poissy. Et donc l'initiative a été documentée par France Télé. Et vous pouvez regarder le lobby de Poissy et vous trouverez cette histoire formidable. Donc il y a des enfants qui s'engagent, et ils s'engagent pas simplement à des échelles locales. Ils s'engagent pour dire, oui, il faudrait respecter les droits de la planète. D'accord. Et pour qu'ils aient les moyens de s'exprimer, donc ça implique de repenser un peu la manière dont on leur transmet les programmes, dont on les... Oui, ça suppose de leur donner la parole, ça suppose de les accompagner dans ce processus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'OMS et l'UNICEF ont écrit un rapport début 2020 dans lequel ils nous incitent à réécrire les droits des enfants et les objectifs de développement durable des Nations Unies, parce qu'ils nous disent que les enfants d'aujourd'hui, nés au XXIe siècle, vont avoir une espérance de vie plus faible que toutes les générations précédentes à cause du changement climatique, de la pollution, de l'obésité et de l'ensemble des addictions qu'on leur transmet via le web et la pub. Ça, c'est une question que Marie-Cécile, je crois, des questions dont vous souhaitiez parler. Julien Bobroff, maintenant, donc c'est le temps de votre mini carte blanche. Donc vous, en fait, vous aviez à cœur de nous rappeler que ce débat, il ne faut pas perdre de vue sa mise en pratique. Il faut bien penser la question de l'idéal, de l'expérimentation devant laquelle on s'extasie forcément, de savoir dans quelle mesure on peut la faire passer à une autre échelle, en faire profiter tous. Voilà, je vous laisse développer ce point-là. Moi, quand j'ai commencé ma carrière d'enseignant, j'avais plein d'idéaux et je pensais qu'on allait tout changer en 5-6 ans. Donc c'est il y a plus de 25 ans. Et alors rien n'a changé, mais à un point hallucinant. Enfin, dans mon université, en tous les cas, les étudiants à qui j'enseigne, mais je peux voir, c'est un copier-coller direct d'il y a 25 ans, et je pense de bien avant, mais j'étais pas là avant. De quelle manière ? C'est la même chose ? C'est les mêmes amphis, c'est les mêmes cours, c'est les mêmes séquences de cours, c'est les mêmes durées, amphi, cours, TD, TP, c'est les mêmes examens. On essaie de les recycler avec des durées grandes pour pas qu'ils pompent sur les examens précédents. Donc on n'a rien fait évoluer dans l'enseignement de la physique, en tous les cas, dans mon université, qui est une bonne université avec des bons étudiants. Ils ne sont pas plus actifs, les étudiants ? Non. Bon. Et ce qu'on fait est toujours aussi ennuyeux, enfin je le reconnais après 25 ans, et je pense que c'est pareil à peu près au lycée, mais voilà. Donc je plaide coupable. Donc la question pour nous, c'était comment changer ça. Donc soit on adoptait un point de vue assez brutal, un peu comme l'a fait François, c'est-à-dire créer une vraie bulle originale qui permet de penser ces questions-là un peu en dehors du système au début. Soit on essayait de le faire de l'intérieur. Donc n'ayant pas eu le même courage que François, nous on s'est dit, on va tout changer de l'intérieur. Alors c'est vachement plus dur de l'intérieur et on est moins bon. Mais voilà, la question moi, qui m'intéresse, et j'essaierai de vous raconter des petites choses qu'on a faites, c'est comment, quand on est à l'intérieur d'un système, dans les emplois du temps, de la licence, avec toutes les contraintes des locaux, des preuves, etc., on peut quand même créer des petites bulles et progressivement les propager. C'est-à-dire qu'on sait faire quelque chose d'original à l'échelle d'un prof et d'une classe. Ça marche assez bien. Et le jour où le prof s'en va, ça s'arrête. Et donc nous, notre enjeu, c'est comment, une fois que quelqu'un fait un truc original au sein de ma fac, par exemple, on va essayer de l'essaimer déjà aux collègues, et puis peut-être à d'autres facs, et puis peut-être ensuite au lycée. Et c'est ça qu'on essaie de travailler. Et donc pour moi, c'est cette question-là. C'est-à-dire que j'ai plein de très beaux idéaux sur l'école de demain. Pour la science, parce que c'est le seul truc qui m'intéresse moi en gros, c'est comment rendre la science plus attractive et surtout comment ramener du plaisir dans la pratique de la science et puis de la créativité, qui sont les deux trucs qui manquent vraiment, alors que dès qu'on est dans un labo, la science, on se marre et on est créatif. Et donc comment faire ça très concrètement avec des étudiants si on me donne qu'une demi-journée de TP par exemple, et puis comment ensuite essayer de convaincre les collègues qui vont pas a priori trouver formidable ce qu'on fait et les emmener dans l'aventure. Ça, vous nous raconterez un petit peu plus tard les TP confinés, les conférences de vulgarisation que vous avez lancées au printemps dernier. Marie-Cécile, vous, il y avait une question qui vous interpellait, vous en avez parlé dans votre article pour The Conversation, c'est la question du bien-être aussi. Enfin, on a des enfants qui se sentent globalement bien, mais il y a une anxiété scolaire qui serait croissante. Et donc, c'est un des cas dans lesquels il faut penser l'école si on veut la refonder. Oui, dans l'article qu'on a publié chez vous lundi avec François et Gaël Mingui, auquel on pense aujourd'hui. Oui,
une série de rapports qui sont soit français, soit européens, soit internationaux, et encore on ne les connaît pas tous. Et qui sont passés un petit peu inaperçus, c'est ce que vous me disiez. Voilà, qui sont passés inaperçus. L'enquête HBSC qui est publiée tous les 4 ans sur le bien-être à l'école. Le rapport que mentionnait François de l'OMS et de l'UNICEF qui a été publié avant la Covid. Donc déjà, c'était pas très optimiste avant, mais imaginez maintenant, on sait que beaucoup d'enfants étaient privés d'école et les conditions de retour à l'école sont sinon difficiles, en tout cas anxiogènes. On le voit rien que dans notre pays. Et pour les filles dans le monde, ça va être une catastrophe dans beaucoup de pays. Et on avait déjà ces enseignements avec les crises de Ebola et de Zika où les filles ne sont plus retournées à l'école dans un certain nombre de pays. Mais comme c'était les pays africains, tout le monde s'en foutait un peu, donc on n'a pas trop regardé les choses. C'est quand même comme ça que ça se passe. Et une enquête de l'adresse aussi, une des directions du ministère des Solidarités et de la Santé, qui dit que les enfants vont globalement bien en France, mais il y a beaucoup d'anxiété scolaire. Cette anxiété scolaire, elle s'accroît. Elle est plus exprimée chez les filles que chez les garçons. Elle n'est pas forcément plus présente chez les filles que chez les garçons, mais elle est plus exprimée pour des raisons de stéréotypes de genre que l'on sait, où les filles s'expriment davantage, les garçons cachent plus leur mal-être. Et j'ai l'impression que pourtant, il y a un discours politique ou médiatique dominant, même si je vais vite en disant ça, je généralise, où on dit pas forcément du bien de la jeunesse. La jeunesse, elle est plutôt pas très bien vue. Et quand je dis la jeunesse, c'est les enfants, les adolescents, les jeunes adultes. En ce moment, on regarde les discours sur la Covid. C'est les jeunes qui sont imprudents. C'est les jeunes qui font des fêtes, qui se réunissent dans les bars, qui font des fêtes étudiantes, qui vont... même le clip du gouvernement... Donc on leur met une pression, ça part des enfants qui transmettent la maladie à leur grand-mère, etc. Donc on leur met une pression qui n'est pas propice aux apprentissages. C'est un petit peu ce que vous dites dans votre ouvrage, qu'avec du stress, on peut pas bien apprendre. Oui, et sur les ados, c'est pareil. Les enfants, ils s'intéressent à rien, ils font pas assez de sport, ils font pas assez de ci, ils font pas assez de là. Ils sont vus comme étant désengagés, comme s'intéressant à rien, alors qu'ils sont engagés. Dès le plus jeune âge, ils sont engagés. Les étudiants, ils sont profondément engagés. Il y a des nouvelles formes d'engagement aujourd'hui qui prennent des formes complètement différentes d'autrefois. Et par ailleurs, on attend beaucoup de l'école. On attend énormément de l'école parce que la société peut-être accepte moins l'incertitude, peut-être ne sait plus comment. Peut-être dans les familles, on est un peu désemparé par rapport à l'éducation. On attend énormément de l'école et j'ai l'impression que par rapport à l'école, il y a une fausse alternative entre les gens qui veulent être très rigoristes sur les manières d'apprendre, qui s'attaquent à des gens qui seraient selon eux trop laxistes, et ces gens-là, ils disent c'est trop rigoriste. C'est une fausse alternative. Il faudra refonder en fait en mettant les besoins de l'élève au centre, quoi, en fait. En tout cas, en les prenant plus en compte et en considérant aussi qu'il faut plus de transversalité avec ce que les enfants font en dehors de l'école. Réintégrer les apprentissages, ouvrir l'école sur le monde et reconnaître mieux les apprentissages qui se font en dehors de l'école. Oui, on considère encore trop, même si ce n'est pas le discours officiel, que l'école est un sanctuaire et qu'il faut la protéger des mauvaises influences de la société, de la violence, des tenues non républicaines, etc. Donc, mais ça participe de ce discours un peu l'école est un sanctuaire alors qu'on manque de transversalité. Et même à l'intérieur de l'école, c'est des enseignements, et ça a été dit un peu, qui sont très disciplinaires pour des raisons aussi de protection des identités professionnelles, etc. Et ça manque de transversalité. D'accord. Donc c'est un appel à une ouverture plus grande sur le monde et puis un dialogue plus grand entre les disciplines. Face à un monde qui peut changer très vite, d'abord, quel bagage donner aux élèves? Alors, on a un de nos auteurs sur notre site qui s'appelle Charles Hadji, qui écrit beaucoup sur ces questions. On a lancé une série autour du monde d'après, pilotée par ma collègue Sonia Zanad. Et dans cette série, Charles Hadji nous a dit, voilà, l'école de demain, ça doit être une école de l'essentiel. Revenir aux questions d'apprentissage, savoir apprendre à apprendre, parce qu'on ne sait pas quelles seront les compétences, les connaissances les plus recherchées demain. Donc, donner les outils, en fait, le bagage aux jeunes pour s'en sortir. Alors,
dans votre livre, vous, François Tadei, il y a une question qui revient souvent, c'est la question du questionnement. Vous dites aussi, il faut revenir finalement, Socrate avait tout dit, Socrate a posé le pilier de l'école de demain. Par rapport à ce que nous dit donc Charles Hadji, ce qu'il nous disait, une école de l'essentiel, vous êtes un peu d'accord par rapport à ça? C'est ça l'objectif qu'il faut se donner pour le programme à transmettre aux élèves? Ouais, j'avoue que je ne suis pas du tout un expert des programmes, mais ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a des choses que les enfants et les jeunes adultes ne savent pas, même les adultes plus âgés des fois. Et donc peut-être qu'il faudrait les apprendre. Par exemple, distinguer une fake news, on voit bien que c'est une compétence qui a probablement toujours été utile parce que des rumeurs ne datent pas d'hier, mais aujourd'hui ils en sont bombardés à haute dose et à toute heure du jour et de la nuit, donc c'est probablement quelque chose. Et c'est vrai que je me souviens d'avoir lu il y a déjà quelques années, au moment où je commençais à m'intéresser à ces sujets, qu'il y avait des enseignants qui disaient mais c'est pas normal, les enfants n'ont pas d'esprit critique quand ils arrivent sur Internet. Oui, mais effectivement, mais quand c'est qu'on leur apprend? Donc il y a des familles où peut-être ça se fait, mais si l'école de la nation ne forme pas ses enfants à développer ce fameux esprit critique, cette capacité à se questionner, cette capacité à apprendre, ils vont pas y arriver spontanément. Et ce qui est vrai, c'est qu'on apprend tous, je crois, dans toutes les familles, à traverser la rue. Pourquoi est-ce qu'on apprend à traverser la rue à nos enfants? Ils pourraient l'apprendre par essai-erreur, par exemple. Ben non, en l'occurrence, on se dit que ça marche pas très bien. Et on n'attend pas que l'école leur apprenne non plus, parce qu'ils vont devoir traverser des rues indépendamment. Mais il y a tout un tas d'autres dangers. Et donc je pense que dans toutes les familles, depuis la nuit des temps, on apprend à se protéger contre les prédateurs. Mais aujourd'hui, il y a des prédateurs sexuels, il y a des prédateurs sur le web, il y a tout un tas de formes de prédation ou de parasites d'un nouveau genre. Et il faut apprendre à s'en défendre, il faut apprendre à se protéger. Et ça vient par l'esprit critique, ça vient par une éducation scientifique, ça vient par une capacité à oser questionner ce que l'on nous assène. Mais si on ne peut pas questionner ses parents et ses profs, pourquoi est-ce qu'on questionnerait le web? Pourquoi est-ce qu'on questionnerait ses copains? Donc voilà la question, parce que c'est vrai que l'école, elle parle beaucoup d'esprit critique, mais donc on n'invite pas l'élève en fait concrètement à poser des questions au sein de la salle de classe, c'est ça que vous dites? Par exemple, on veut que les enfants apprécient les caricatures. Après Charlie, c'est devenu quelque chose d'essentiel. On ne voulait pas qu'ils critiquent les caricatures de Mahomet ou d'autres. Mais combien de profs, de ministres ou de proviseurs seraient contents de se faire caricaturer par leurs élèves? Si on veut vraiment leur apprendre l'intérêt de la caricature, il faut accepter qu'ils nous caricaturent. Autrement, ça ne va juste jamais marcher. Donc il faut juste être... si on veut qu'ils questionnent le monde, il faut qu'on accepte qu'ils nous questionnent. Donc quelque part, les professeurs sont encore sur un piédestal, il y a une sacralisation de l'institution, un peu comme ce que disait Marie-Cécile. Oui, ce que disait Condorcet, c'est il faut éclairer le peuple, c'est le rôle de l'éducation, et il y a une élite qui va les éclairer. Oui, mais comment est-ce que cette élite est complètement éclairée? Est-ce que les profs savent détecter les fake news? Est-ce qu'ils ont été formés à ce genre de choses? On voudrait que les profs invitent les élèves à coopérer, mais ils n'ont jamais été formés à coopérer. Donc on a des enseignants qui sont ceux qui coopèrent le moins de l'OCDE. On voit bien que ce qui compte aussi, c'est comment est-ce qu'on forme nos profs. Si on les forme uniquement de manière disciplinaire, ils ne vont pas avoir toutes les métacompétences. Et on parlait en aparté tout à l'heure de récit. On nous dit aujourd'hui que pour les métiers de demain, si on doit se préparer à ces fameux métiers de demain, il y a 4 compétences qui deviennent toujours plus essentielles. La capacité à prendre soin. Est-ce qu'on apprend à prendre soin de soi, des autres et de la planète à l'école? Pas de manière très explicite. Et comment on apprendrait à prendre soin? Déjà, à comprendre ses émotions, à comprendre quand on ne va pas bien, à comprendre quand quelqu'un d'autre autour de soi va pas bien. Et puis apprendre à prendre soin de la planète, c'est éviter de gaspiller. Apprendre à prendre soin des autres, c'est se rendre compte quand ils ont une difficulté, être à leur écoute. Il y a plein d'endroits où on développe l'empathie, la compassion. D'autres pays, il y a quelques écoles en France, mais c'est marginal, c'est pas au cœur de ce qu'on fait. Donc prendre soin, le sens. Comment est-ce qu'on trouve du sens? On dit, et on voit bien que la crise existentielle, elle est en partie une crise de sens. Et donc, il y a besoin de les aider à trouver du sens. Il y a la capacité à écrire des récits. Alors, c'est pas simplement lire et écrire. C'est se mettre en récit, essayer d'inventer des récits individuels et collectifs pour se projeter. Se situer dans le monde, en fait. Se situer dans le monde, comprendre d'où on vient, où on est et où on va. Et puis la 4e, c'est être capable de coopérer et d'apprendre dans des collectifs ou des écosystèmes coopératifs. Et ça...
quand on met les élèves en compétition avant tout, c'est pas exactement ce qu'ils apprennent le plus. Alors, on va rebondir sur cette question des écosystèmes coopératifs. Julien Bobroff, alors c'est pas exactement ce que vous faites, mais vous avez proposé quelque chose d'assez original dans votre discipline, qui certes est centré sur votre discipline, mais qui pourrait inspirer d'autres enseignants. Le but chez vous, c'est pas de proposer un TP clé en main avec une procédure toute faite aux élèves. D'après ce que j'ai compris, vous leur demandez de créer leur propre TP. Alors dites-nous un petit peu comment vous avez réorganisé ça. Vous aussi, quelque part, vous leur demandez d'apprendre à apprendre. Oui, c'est une des innovations qu'on a mis en place, mais qui n'était pas très originale. Hein. Nous, on a pompé tout ce qu'on a fait dans les écoles de design. Donc moi, j'ai beaucoup bossé avec les designers et j'ai piqué à peu près toutes leurs pratiques pour les ramener à la fac. Et une des idées, c'était déjà de déconstruire le TP. Hein. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs des TP, c'est un des trucs les pires possibles. Hein. Vous arrivez dans une salle, il y a des paillasses, il y a des instruments assez chers en général et vous avez la trouille de les casser et le prof a la trouille que vous les cassiez. Et puis le prof connaît la solution, il faut que vous cherchiez la solution. Et donc voilà, c'est un calvaire en général. Donc nous, on a tout cassé. Ouais. Tu as vécu les mêmes choses que moi. Même quand on va vers la recherche après. Ouais. Quoi, et j'ai renseigné ça longtemps. Et donc voilà, donc nous, l'enjeu pour nous, c'était de déconstruire ça. Donc on a trouvé plein de façons de le déconstruire. La première, c'était de plus être dans ces lieux-là, mais dans d'autres lieux, ou de sortir dehors, ou d'aller dans d'autres salles. Le deuxième, c'était de plus avoir des outils sophistiqués. Donc on leur a laissé au début leur smartphone ou vaguement des petites cartes Arduino qui coûtent à peu près 10 €. Et puis tout ce qu'ils avaient chez eux. Et puis après, la troisième solution, c'était de surtout pas arriver avec des listes toutes faites d'idées, mais de les laisser eux-mêmes trouver leurs idées et monter leur TP. Donc ça, c'était de la gestion par projet, et on les laissait construire leur TP de A à Z. Ils étaient contents, ils avaient des belles machines qui marchaient. Et puis on a poussé ça d'un cran au moment du confinement, parce que bon, ça nous est tombé dessus comme à tout le monde, hein, comme à vous, j'imagine. Donc en enseignement, c'était assez dur. Hein. C'est-à-dire que moi, je me souviens très bien quand c'est arrivé. J'avais une sorte de prédiction que ça allait durer à peu près une semaine. Hein. Mes copains me disaient 15 jours, moi je pensais que c'était une semaine parce que je me sentais plus malin que les autres. Donc très très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème et au bout de 3-4 jours, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Et donc nous en particulier, on avait 120 étudiants en licence à la fac qui devaient faire des groupes de TP, donc des semaines entières de TP, ou tous les vendredis un TP, à chaque fois différent dans une belle salle sophistiquée. Et donc là, on a amené tous les collègues autour de la table, enfin une table virtuelle, et on s'est dit comment on transforme ça. Et donc on a proposé aux élèves de tenter une aventure collective, là pour le coup, qui était qu'ils allaient prendre ce qu'ils avaient dans leur cuisine, en gros, dans leur jardin pour ceux qui avaient un jardin, ou dans leur cave, qu'ils allaient remonter tout ce qu'ils avaient et qu'on allait essayer de leur faire des TP à distance chez eux, en essayant de ne pas trop casser la maison, mais en groupe quand même, parce qu'il y avait cet enjeu humain qui était de créer du lien entre les étudiants, donc ils devaient quand même faire des trucs en groupe, alors qu'ils étaient souvent à 100-150 km les uns des autres, hein, et que nous, on devait suivre tout ça un petit peu à distance et les aider à distance comme on pouvait. Et sur cette question, je pense, de la posture de l'enseignant, ce truc, voilà, c'est un peu stressant. Moi, en TP, en général, le TP classique, j'arrive derrière l'épaule de l'étudiant, il sait que je connais le TP par cœur, que ça fait 10 ans que je l'enseigne, et il attend, en touchant un bouton, de voir ma réaction, quoi. Donc là, évidemment, déjà, il pouvait se planquer parce qu'il suffisait qu'il ferme la webcam. Donc voilà, il disait toujours « Ah, ma webcam marche pas bien, monsieur, je suis désolé. » Et on fait tous ça, ouais. Et soudain, c'est créé d'autres choses. C'est-à-dire que soudain, déjà, le fait qu'on soit chez nous et plus dans cette salle-là, hein, moi, j'étais dans ma chambre ou dans ma cuisine et eux aussi, ça crée quelque chose de différent. Et puis soudain, le fait qu'ils soient avec leur essoreuse à salade et que pour tester, on allait nous aussi chercher notre essoreuse à salade et on allait essayer des choses ensemble, ça a créé quelque chose de différent. Ça a cassé un certain lien d'hiérarchie. Alors on était quand même les profs et c'était quand même les élèves, y compris dans la notation, parce qu'on a changé la façon de noter. On a dit qu'on mettrait 15 à tout le monde. Donc là, il y a eu un vent de révolte parmi beaucoup d'étudiants qui ont dit « Mais vous n'avez pas le droit, c'est pas possible, c'est injuste ». Et puis finalement... Quelque part, ils intériorisent aussi le système. C'est incroyable. Après 20 ans de notation à la française, ils ne supportent pas l'idée qu'on donne la même note à tout le monde, quoi. Mais même, ce qui avait de marrant, c'est que c'était souvent... Et ça, on l'a eu dans d'autres enseignements où on disait « On ne veut pas vous donner de notes, donc on donne 16 à tout le monde ». Et ça les rend fous. Et ceux que ça rend le plus fous, c'est les mauvais. Il ne faut pas dire les mauvais, mais ceux qui ont des mauvaises notes. Parce qu'ils disent, mais c'est injuste pour ceux qui ont des bonnes notes et qui auraient pu avoir plus de 16. Vous imaginez la déformation, comme on a réussi à les former pour qu'ils aient ce raisonnement-là. Et donc voilà, donc là, soudain, ça a créé autre chose. Et ça, on l'a reconstruit aussi dans d'autres enseignements autour de la fiction, notamment. C'est-à-dire créer des sortes de bulles un petit peu hors de notre monde académique, où on reste pourtant dans des relations académiques. L'usage de la fiction, de quelle façon? La fiction, alors ça, c'est un autre enseignement. Donc on leur dit, voilà, on vous prévient, on va être 2 jours avec vous à faire des TP, mais vous allez accepter de jouer un jeu de rôle avec nous. On vous dit rien à l'avance, mais vous faites confiance, on sera bienveillant, et on joue tous le jeu. Donc on les convoque après, alors c'est en général l'Agence spatiale européenne qui va les convoquer pour un week-end team building. Donc ils arrivent le matin en s'attendant à un truc team building un peu bidon, et on leur donne des dragibus, on commence à faire des petits jeux, etc. Puis soudain, pouf, flash spécial, l'Agence européenne a été attaquée à Paris, et ils doivent prendre le relais d'un des programmes, et ils vont devoir aider à distance un vaisseau qui est en train d'atterrir en plus sur une planète qu'on a tenue secrète, dans un truc un peu complotiste. Et ils vont devoir aider le vaisseau à distance pendant 48 heures.
le vaisseau vient d'arriver et le vaisseau, c'est des nuls à bord, c'est invraisemblable, quoi. Il Ouais. n'y a pas un physicien, D'accord. par exemple. Et il faut qu'ils construisent en direct des Sur robots. du nul. Ouais, ouais. Il faut qu'ils construisent des robots en direct et qu'ils disent au type du vaisseau comment les fabriquer. Et eux, ils ont le kit de base qui est un duplicata de ce qui se passe dans le vaisseau. D'accord. Et Et, donc- alors, ce type d'expérience, François, Marie-Cécile, justement, c'est un peu ce dont vous parliez, s'impliquer, s'engager dans le monde concret. Ça peut être sous forme de scénario, comme ça les aide à se projeter. Ce que je voudrais dire par rapport à ce qui a été dit juste avant, c'est Ouais. que tout ça, c'est pas incompatible avec la réussite. Ouais. La réussite scolaire et la réussite après pour se former, pour trouver un métier, parce que on entend beaucoup de choses disant bon, mais s'ils apprennent pas les choses fondamentales, ils réussiront pas, ils auront pas les savoirs essentiels pour continuer leurs études. On est trop laxiste avec des politiques de bien-être et d'écouter trop les enfants et tout. Je pense que c'est faux. On peut plus apprendre aujourd'hui comme on apprenait hier. Bon là, je hack un peu les idées de François, mais sur le fait d'apprendre toujours Open source. apprendre toujours par cœur, etc. C'est important, bien sûr. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut savoir les tables de multiplication par cœur, parce que ça sert toujours, etc. Mais après, s'il y a des machines qui savent mieux les choses par cœur que nous, à quoi ça sert d'être un peu trop dans ces enseignements-là? Apprendre à coopérer, apprendre à devenir autonome dans le savoir, apprendre à distinguer les bonnes sources d'informations des mauvaises. Moi, je le vois dans les mémoires d'étudiants dans le supérieur, ils ont du mal à s'approprier l'information, à la hiérarchiser et à la sélectionner. Et D'accord. ça, c'est des choses qui... Et la deuxième chose, puisque quand même vous me laissez l'opportunité Oui. d'en parler un peu... je réponds pas à votre question, mais vous m'en voudrez pas. Enfin, j'y réponds indirectement. C'est la question des enseignants. Je pense que les enseignants, ils savent faire plein de choses. Ils expérimentent plein de choses. Ils se partagent les bonnes pratiques. Ils ont des blogs, ils lisent des livres. C'est incroyable le nombre de gens qui ont lu le livre de François et qui en ont parlé sur Twitter, qui nous en ont parlé à l'issue des MOOC, etc. Ils se forment tout seuls, mais l'institution a du mal à reconnaître cette auto-formation et ses forces, mais parce que sa culture aussi, ses forces de les mettre un peu trop encore dans des cadres de formation top-down qui sont... Voilà. Et pourtant, les enseignants, les directions du ministère font des enquêtes régulièrement pour demander aux enseignants est-ce que vous êtes content de la formation que vous avez, et à plus de 3/4 disent on n'est pas content de la formation qu'on reçoit, ça ne correspond pas à nos besoins, et nous, on sait faire des choses et ce n'est pas reconnu. Et ben, c'est un peu comme les jeunes. Les jeunes, ils savent faire des choses, mais c'est pas reconnu. C'est pas reconnu dans leur parcours, c'est pas reconnu dans les discours médiatiques ou politiques dont je parlais tout à l'heure, et ils ont un peu l'impression d'être... c'est un peu frustrant, quoi, alors qu'ils savent faire des choses et ils peuvent nous apprendre des choses. Quelque part, vous revenez un peu à ce que disait Julien au début, Julien Bourroff, sur la question de la diffusion de l'innovation. Voilà, comment on s'y prend pour changer l'école concrètement, quoi. Est-ce qu'on part de ces initiatives, on les diffuse? Alors, par rapport à ça, peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu des MOOC Learning Planet. L'idée, c'était de faire circuler un peu des bonnes pratiques. Alors, les MOOC, on les appelle plus MOOC maintenant parce qu'on a tellement tordu le truc dans tous les sens que ça peut plus être un MOOC sur FunMOOC. D'ailleurs, je pense que Fun ne les prendrait plus vu ce que c'est devenu. On les appelle les MOOC. Non, c'est des vidéos, c'est un programme. Concrètement, ce sont des documentaires qui sont associés à je dirais pas un programme pédagogique, mais après à des exercices, des toolkits, on appelle ça, comme on mélange les deux langues, c'est pas bien, mais c'est des boîtes à outils pour ceux qui ont envie de s'en emparer, que ce soit du côté des enseignants, des formateurs, des gens qui s'intéressent tout simplement aux apprentissages. Ça peut être des familles, ça peut être des associations qui ont envie d'avoir des éléments de compréhension du monde et de se reconnaître dans ces éléments-là et de pouvoir les partager aussi avec d'autres. On documente ce qu'on a appris, on le partage avec d'autres et on prend conscience de ce qu'on a appris. Parce que plein de gens ont appris des choses dans leur vie professionnelle, dans leur vie associative, etc. Ils n'en ont pas forcément conscience. Et c'est une fois cette prise de conscience faite qu'on peut les partager. En France, on est très bon pour faire des bonnes pratiques, des bonnes initiatives. On est très mauvais dans la diffusion et dans le passage à l'échelle. Bon, c'est pas spécifique à la France, mais dans les politiques publiques, on n'a toujours pas trouvé les outils, les moyens, l'envie, je pense d'abord, surtout, de diffuser les bonnes pratiques qui existent dans plein de territoires ou dans plein d'ordinateurs ou dans plein de cerveaux et de réfléchir à des passages à l'échelle. Il ne s'agit pas d'inventer des nouvelles choses ex nihilo, mais nous on essaie de faire ça avec des documentaires sur les nouvelles manières d'apprendre et de partager dans l'école et hors l'école. Alors, par rapport à ça, par rapport aux bonnes pratiques, François, dans votre ouvrage, il y a quand même pas mal d'exemples. Il y a notamment aussi ce lycée, je crois, Katz Pressoir en Haïti, dont vous avez parlé beaucoup tous les deux. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Est-ce que c'est juste une bulle, comme le disait Julien, enfin, voilà, et que c'est difficile de répliquer un petit peu ce qui se passe là ailleurs? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre, justement?
Ce qui se passe, ce qui est intéressant chez Catspressoir, c'est que c'est, d'après la Fondation Lego, une des écoles qui prépare le mieux au XXIe siècle. Donc c'est déjà intéressant de savoir que c'est en Haïti. Parce que ça aurait pu être à San Francisco ou probablement pas dans le quartier latin, mais enfin dans un certain nombre de lieux qui pensent les transformations. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont de spécifique? C'est qu'en fait, il y a plein de défis en Haïti. Il y en a partout aujourd'hui, mais en particulier là-bas. Et en fait, ils encouragent les jeunes à relever ces défis. Et ils font ça de 6 à 18 ans. Alors à 6 ans, ils peuvent se dire, tiens, comment est-ce qu'on construit un robot? Donc ils se posent déjà des questions intéressantes, mais aussi comment est-ce qu'on reboise? Ils se rendent compte qu'il n'y a pas suffisamment de verre autour d'eux et ils apprennent à planter une petite graine. Ou ils apprennent à faire un robot en pâte à modeler et à au moins s'intéresser. Et progressivement, ils complexifient. À 18 ans, certains d'entre eux sont devenus champions aux Olympiades de géologie internationale parce que parmi les défis auxquels Haïti est confronté, il y a les tremblements de terre. Et ils se sont dit, ce serait bien quand même si on était capable de savoir en temps réel s'il y a un tremblement de terre, quelle est son intensité, est-ce qu'il y a des risques que ça revienne, etc. Et donc ils ont mis au point des détecteurs avec des cartes que tu mentionnais autour d'Arduino et des capteurs qui peuvent être dans leur téléphone portable, etc. Donc on fonctionne par projet, c'est ça? On fonctionne uniquement par projet. Ouais. Et ils ont un défi, ils montent un projet, et la science et la technologie ne sont pas juste là pour faire plaisir aux profs, ils sont là pour aider à relever les défis qui sont les leurs. Ça peut être le défi de les SMS, ça coûte trop cher, et ben ils ont créé leur propre serveur de SMS. Au passage, ils ont appris de l'informatique. Donc sans tomber sur des choses politiques, enfin, il y a eu des initiatives autour de ça en 2015, etc., avec les projets interdisciplinaires, le fait d'essayer de relancer ça au collège, de faire dialoguer différentes disciplines. Ça ne peut pas fonctionner en fait avec une demande de l'institution en fait. Le problème c'est qu'il y a une telle défiance. La France, vous avez probablement lu le livre de Yann Algan sur la société de défiance, c'était il y a plus de 10 ans et on était au niveau des Russes et des Turcs, les derniers de l'OCDE en termes de confiance les uns dans les autres et dans l'institution. Cette défiance, elle est particulièrement vraie dans l'éducation nationale. Donc il y avait des profs qui faisaient les projets interdisciplinaires. Quand la ministre a demandé à ce que tout le monde le fasse, même ceux qui le faisaient ont refusé. C'est quand même c'est difficile de fait. Il y a 10 nationales et ils se supportent plus les uns les autres. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de capacité à dire refaisons des choses qui ont du sens pour nous, pour les élèves. Alors la bonne nouvelle relative, c'est que la Covid, moi j'ai tendance à dire le Covid, je ne sais pas pourquoi on a essayé de féminiser cette maladie, mais pour moi c'est un virus. Alors nous on va dire la Covid, on avait dit le Covid au début, voilà. Bon. Peu importe. Oui, je sais que tu as écrit la Covid, mais on peut parler de genre si vous voulez, mais c'est pas de ces maladies, c'est pas le plus intéressant. Ce qui me paraît intéressant, c'est que dans le mot crise en chinois, il y a 2 caractères, danger et opportunité. Donc le danger, tout le monde en parle, mais il y a aussi des opportunités et il faut savoir les saisir. Et je trouve que c'est intéressant. Par exemple, j'étais avec la directrice générale de l'enseignement supérieur cette semaine, et elle a dit que ce qu'elle retenait, c'est d'abord la sidération, parce qu'elle a découvert les choses quand le président les a annoncées. Donc voilà, dans la série, l'information circule de manière assez particulière. Et deuxièmement, elle a dit que ce qui était nouveau pour elle, c'est qu'elle avait plein de collègues qui lui disaient « Et toi, comment tu fais ?» Et le « Et toi, comment tu fais ?» c'est typiquement pas une question que se posent les enseignants du supérieur, ni beaucoup les enseignants du scolaire, d'habitude. Mais pendant cette pandémie et ce confinement, tout le monde disait « Et toi, comment tu fais ?» Parce que honnêtement, c'est difficile pour moi. Et donc tout d'un coup, les gens sont sortis de leurs habitudes. Ils ont été obligés d'être inventifs, créatifs, et il y en a plein qui ont appris les uns des autres, mais ils ont aussi appris de leurs élèves. Discord, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais les élèves s'en servaient pour jouer. Ils ont expliqué à leurs profs que c'était vachement bien pour faire des choses en ligne. Et ben, il y a des profs qui se sont mis à Discord. Parce que par ailleurs, les outils de l'éducation nationale, on nous avait dit qu'ils étaient parfaits, mais évidemment, ils ne l'étaient pas. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a eu de l'apprentissage horizontal, il y a eu de l'apprentissage, des parents ont découvert le métier des profs, ils se sont rendus compte que c'était pas si simple. Oui, on arrive à une plus grande cohésion, un meilleur dialogue parents-prof qui est espéré depuis des années en Exactement. fait. Voilà. Donc ça a fait progresser les mentalités au moins. D'accord. Et là, je suis invité par la FCPE à leur congrès national ce dimanche. Et ben, le thème, c'est la crise est-elle une opportunité ? D'accord. Et ils veulent, par exemple, faire une convention citoyenne sur l'éducation, sur le modèle de la convention citoyenne sur le climat, D'accord. parce qu'ils se disent qu'il y a besoin de transformation profonde. D'accord. Et donc, par rapport à ça, Julien Bobroff, la question de ces opportunités. Alors d'abord, dans ce que vous avez dit, au niveau des outils, on voit qu'il n'y a pas besoin forcément
d'un outillage extrêmement perfectionné pour réinventer l'école aussi. Et puis il y a aussi cette question là de la collaboration en fait entre les enseignants et des échanges. Vous avez eu beaucoup de retours sur vos conférences confinées, d'après ce que vous me disiez. Oui, alors au début, moi, quand le confinement est tombé, moi j'aime bien faire de la vulgarisation et il y avait des profs de lycée qui m'avaient dit il faut qu'on occupe nos élèves et on ne sait pas trop quoi faire. Donc on sait que toi tu fais souvent des petites expériences avec les smartphones, est-ce que tu pourrais pas nous les montrer? Donc j'avais proposé des lives sur YouTube en apprenant à peu près l'outil en direct. Où je faisais des trucs dans ma cuisine avec un escabeau, avec un bout de ficelle, etc. Et les profs ont demandé à leurs élèves de regarder la conférence et de faire pareil en guise de TP à distance. Et donc on a poursuivi les échanges avec un certain nombre de profs. Alors pour reprendre sur ce truc opportunité, en sortant du confinement, moi j'ai appelé les inspecteurs, alors je ne sais plus quelle est la strate, j'ai découvert les noms, donc le doyen des inspecteurs en physique. De l'inspection générale, attends. De l'inspection générale en physique. Il y a doyen, inspection générale, d'accord, inspecteur... Bon, bref, quelqu'un qui est le chef des physiciens à l'éducation nationale. Et je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait faire un truc, parce qu'on sent bien qu'on va tous être confinés ou au moins partiellement, et que les premières victimes, ça va être les TP, enfin pour la science, hein. Parce qu'évidemment, on ne peut pas faire de TP a priori à distance. Une question de matériel. Et de façon surprenante, écoute, alors qu'on est sur une hiérarchie implacable et machin, il m'a dit, vas-y, ponds-nous des TP si tu veux. Il m'a donné le nom de profs qui les ont fait avec nous. On s'est mis avec des profs de l'éducation nationale. En 3 semaines, on a pondu 8 TP. C'est à la guerre comme à la guerre. Des TP uniquement avec smartphone et ce que vous avez chez vous. Ils ont été mis sur les sites scolaires, machin, et du SCOL et tout. Et maintenant, ils se répandent chez les profs pour qu'ils aient un plan B, en gros, si les salles de TP referment. Alors, il y a un truc clé, je pense, dans la question que tu soulevais de l'essaimage, hein, qui est la question du design. C'est-à-dire qu'on oublie trop souvent que quand on essaime un truc et qu'il est moche, personne n'en veut. On est des spécialistes à l'université pour faire un blog de 12 pages et un site web de 8 pages dans un langage inconnu du commun des mortels pour raconter comment faire. Et personne va voir ce mode d'emploi parce que le mode d'emploi, il est illisible. Et donc nous, on a tout un boulot avec des illustrateurs, avec des designers, avec des graphistes, avec des vidéastes, juste pour, alors ils vont pas aimer si je dis ça, donc il faut pas qu'ils aient tout, pour rendre joli, pour créer une interface, pour créer un dispositif qui marche, pour créer par exemple une façon, alors pas que marketer, par exemple on a créé un site où un étudiant quand il a fait un TP, il peut en fabriquer le mode d'emploi pour un autre étudiant. Mais il le fait pas lui-même parce qu'on sait qu'il est nul en dessin, qu'il est nul en mise en page et autres, donc il y a des templates tout faits, il va piocher dans des bibliothèques graphiques et à la fin il fabrique son mode d'emploi qui est mis en ligne pour tous les autres. Et donc nous on croit beaucoup à balancer le monde du design avec toutes les facettes du design dans ce monde de l'éducation, y compris l'éducation nationale, pour aider à créer des interfaces et des modes d'emploi qui s'essaiment plus facilement, parce que sinon rien ne s'essaime. Et alors finalement, ce dialogue, il se fait assez facilement. Enfin, il n'y a pas besoin de budget énorme pour initier cette collaboration. Ah non, c'est ridicule les budgets. C'est-à-dire que si on s'y colle nous-mêmes et qu'on prend 1 ou 2 designers en presta, enfin on est sur des budgets ridicules par rapport à n'importe quel développement à l'échelle nationale. Donc c'est un changement d'état d'esprit pour ouvrir les frontières entre les disciplines, les métiers, un petit peu dont vous parliez. Ouais, alors moi, à titre personnel, je suis très très mauvais sur l'interdisciplinarité. Je suis le type le plus monodisciplinaire que vous puissiez imaginer. Moi, j'ai fait de la physique toute ma vie, j'adore la physique et je ne suis pas du tout dans cette, dans cette ouverture de l'interdisciplinarité. Donc j'ai un côté très monomaniaque. Sur l'interdisciplinarité. Moi, je suis un peu trop dans le transversal, moi. C'est pas forcément une bonne idée en France. Ça m'a valu quelques déboires. Peut-être juste sur ces outils numériques, vous disiez, Marie-Cécile, que... il ne faut pas voir le smartphone non plus que comme un ennemi. Ça, Julien Bobroff montre qu'on peut créer des TP de physique avec un smartphone. On peut aussi faciliter l'éducation physique, c'est ce que vous disiez. Oui, il y a des bons exemples qui illustrent le fait que la diabolisation des écrans, c'est pas une bonne idée. Les écrans peuvent être dangereux et d'ailleurs on est tous addicts aux écrans et ça commence très tôt avec les publicités, le marketing qui matraque les enfants. Dès le plus jeune âge, on est tous accros aux écrans et moi je ne vais pas leur jeter la pierre parce que c'est assez catastrophique. Mais la diabolisation des écrans, c'est pas une bonne idée, en particulier à l'école, parce que ça peut être un moyen d'intéresser les enfants à une discipline ou à des disciplines qui les rebutent a priori ou dans laquelle ils ont eu des mauvaises expériences, et ça permet d'apprendre aussi des nouvelles choses. Donc en éducation physique et sportive, par exemple, je sais que dans certains collèges et écoles, et en particulier à Paris, où l'IAIPR de PS est particulièrement investi là-dedans, il utilise les écrans pour travailler... Inspecteur d'académie. Inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, pardon. Un des chefs des profs de PS au niveau académique, pour reprendre la hiérarchie de la maison. Donc il utilise les écrans pour enseigner l'athlétisme, c'est-à-dire qu'il fait courir les jeunes et
ils sont filmés et après le geste est analysé, notamment le geste d'arrivée. Ça leur permet de mieux travailler le geste, la ligne d'épaule pour passer devant le petit copain, etc. Et après, ils retravaillent les données pour faire des choses en mathématiques, pour faire des choses en sciences, en informatique. Et ça permet d'amener un truc à la fois un peu plus ludique et de recentrage aussi sur soi, sur le geste, et de faire de l'interdisciplinarité. C'est des petits exemples comme ça qu'il a du mal à faire reconnaître par l'institution, mais dont il parle volontiers et qui fonctionnent parce qu'il y a une adhésion à la discipline. Le PS au collège, c'est pas toujours une discipline à laquelle on adhère facilement pour tout un tas de raisons. Et puis au CRI, il y a le sac de boxe connecté, le Hitbox, qui est une expérimentation. C'est un sac de boxe qui analyse les mouvements, qui enregistre les mouvements que l'on donne à un sac de boxe et qui permet d'améliorer à la fois son geste technique, de comprendre comment les données peuvent être analysées pour travailler sur la science physique, sur l'informatique, etc. Et donc c'est des exemples un peu ludiques et transversaux qui méritent d'être reconnus. Ouais. Puisque vous parlez là des sciences physiques et que vous y connaissez bien en sciences dures, il y a une question qu'on s'est posée au moment de la pandémie, c'est la place des sciences. Je sais qu'on se l'est posée notamment avec mon collègue Lionel Cavicchioli qui était en santé et qui s'interpellait beaucoup sur les connaissances en biologie qu'on pouvait tous avoir pour comprendre la circulation du virus. Alors est-ce qu'il faut pour demain plus de sciences à l'école, une école plus axée sur les sciences pour mieux comprendre le monde dans lequel on évolue? François, puis Julien. Je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le XVIIIe siècle, il y a 100 fois plus de publications scientifiques tous les 100 ans. Et comme ça fait 3 siècles, ça veut dire que c'est fois 1 million. D'accord ? Donc évidemment, on ne peut pas connaître l'ensemble des sciences. Plus personne ne peut, à part une intelligence artificielle, lire l'ensemble des publications mondiales, même dans sa discipline ou même sa micro-discipline. Donc espérer que les enfants connaissent tout de toutes les sciences, c'est juste complètement impossible. Et après, qu'est-ce qu'on choisit de présenter? Généralement, on dit ce que moi j'ai appris ou ce que moi je fais, quel que soit le scientifique avec lequel on parle, ou quelle que soit la discipline d'ailleurs, parce que l'historien va dire la même chose, etc. Donc c'est super difficile. On ne peut pas gaver toujours plus les enfants, 100 fois plus tous les 100 ans, c'est juste pas possible. Donc, alors, la solution facile, c'est de dire on va leur faire exactement ce qu'on faisait il y a 100 ans. Ce qui est une manière de faire, et d'ailleurs en physique, généralement, la physique des années 1920 et avant fait partie de l'essentiel de ce qu'on apprend. Il y a une autre méthode qui est de se dire, en fait, ce qui compte, c'est pas tant la science, ce qu'on appelle la science froide. François Jacob parlait de la science de jour. C'est la science qui est très bien établie. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de comprendre ce que François Jacob appelait la science de nuit, ou certains appellent la science chaude. C'est en fait la science en train de se faire, c'est-à-dire la recherche. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, on ne va pas vous apprendre tout sur les virus, mais on va vous parler des Covid. Tout d'un coup, on se dit, les coronavirus, c'est super intéressant parce que ça fait partie de l'actualité. On veut comprendre comment ils se transmettent, pendant combien de temps on est contagieux, etc. Ça, c'est des données de base où tout d'un coup, on va motiver les élèves. Donc nous, ce qu'on a développé, en particulier avec Ange Ansour et toute une communauté, c'est ce qu'on appelle le programme des Saventuriers, où on invite les enfants à être des chercheurs. C'est-à-dire, en fait, on est parti de résultats en sciences cognitives qui montrent qu'en fait, on est tous nés chercheurs. C'est comme ça qu'on a tous appris à parler, à marcher. C'est en faisant des erreurs et en expérimentant et c'est pas en ayant des cours d'amphi. Et il y a aussi le fait que les plus jeunes auteurs de publications scientifiques ont 8 ans. Donc en fait, on peut questionner le monde, on peut expérimenter, on peut faire des choses très originales dès le plus jeune âge. Et à partir de là, on s'est dit, c'est pas tant qu'ils publient qui est important, mais c'est qu'ils comprennent le monde dans lequel on est, qu'il y a un monde dans lequel la science change le monde. Et donc il faut qu'ils comprennent ces dynamiques scientifiques et qu'ils comprennent en fait qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas. Qu'ils comprennent que la science évolue beaucoup, c'est ce que vous dites aussi dans votre livre, que les vérités scientifiques d'un jour ne sont pas celles de demain. Et voilà, qu'ils apprennent à s'interroger. Et avec ce virus, on voit bien que c'est ça. On nous dit un truc un jour, mettez un masque, n'en mettez pas. Enfin, alors après, il y a l'instrumentalisation politique de ce que dit la science, qui est encore un autre sujet, qui est presque des sciences politiques ou de la sociologie. Et en fait, les enfants peuvent comprendre tous ces sujets. Donc il y a des aventuriers, non seulement de la biologie et de la physique, mais aussi des aventuriers du cerveau, des aventuriers du climat et des aventuriers de l'histoire, des aventuriers de la sociologie. Et on peut... Tout ça avec des classes de primaire, des enfants qui sont parfois très jeunes. Ça peut on fait en maternelle, en primaire, en collège, en lycée pro.
et se dire que des gamins qui sont en lycée pro peuvent accéder à ça et éventuellement être invités à déposer des brevets pour les projets qu'ils ont montés dans leur lycée, c'est quand même changer de regard sur ces jeunes. On en discutait avec ma collègue Claire Craverty qui disait que voilà, faut vraiment changer le regard sur le lycée pro. Et c'est vrai que ce genre d'initiative peut être une bonne chose. Et ça a été systématisé en Angleterre. En Angleterre, il y a des lycées pro où on apprend les métiers de l'espace. Et ben, tout d'un coup, on voit bien que c'est les métiers de demain. Ouais, et donc, on change complètement de regard. Et on peut apprendre de l'agronomie en se disant et si on devait faire pousser une patate sur Mars, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et tout d'un coup, on voit bien que c'est un défi. Et cette logique du défi et cette logique de se projeter dans l'avenir et les métiers à inventer pour demain, ça peut se faire dans tous les domaines. Ça redonne de l'ambition. Exactement. Juste, alors avant peut-être de prendre aussi des questions de la salle, parce qu'on voulait aussi... oui, Fabrice, tu voulais intervenir. Pour les questions de la salle, je suis désolé, c'est le protocole Covid. Il va falloir que je descende là et que je vous tende le micro. Donc il va falloir venir au bord de l'estrade. Et j'en profite parce que moi j'ai une question. Je peux poser une question? Oui, vas-y, bien sûr. Il faut faire attention. C'est le privilège. Ouais, super. Moi j'ai une question toute bête. C'est d'un point de vue personnel, j'adhère à tout ce qui a été dit ici. Et la question c'est, mais on fait quoi alors? Parce que comment on change? On parlait tout à l'heure. Toi, François, tu es sorti un peu, tu as fait ton truc. Vous parliez de la difficulté à faire tout ça de l'intérieur. Comment on fait en sorte que, de fait, ces changements qui semblent intéresser 3/4 des enseignants deviennent réalité? C'est-à-dire que comment on bouge une institution comme celle de l'éducation nationale? Moi, je vais me permettre de répondre le premier parce que je dois malheureusement traverser Paris pour aller donner une autre conférence à l'autre bout de Paris. Mais... je pense que c'est effectivement une question essentielle. On a essayé de l'aborder un petit peu dans le rapport qu'on a écrit avec Marie-Cécile et quelques autres sur cette idée de société apprenante. C'est comment est-ce qu'on apprend les uns des autres et comment est-ce qu'on permet ce changement d'échelle. Cette question, elle est fondamentale. Et si on regarde, encore une fois, nos amis médecins, en fait, moi j'ai discuté avec des internes en réanimation qui me disaient que ça s'était passé remarquablement, y compris à Paris, dans des endroits incroyables. Et en fait, comment ils ont fait? Ils ont appris de ce qui s'était passé à Colmar, qui avaient eux-mêmes appris de ce qui s'était passé en Italie, qui avaient appris de ce qui s'était passé en Chine. D'accord? Et donc la planète apprenante, la société apprenante, c'est on apprend les uns des autres en temps réel. Et si on était capable de faire ça de manière beaucoup plus systématique dans l'éducation, on progresserait. Mais pourquoi est-ce que ça marche mieux en médecine? D'abord, les études sont un peu plus longues, c'est 10 ans au lieu de 5, mais aussi, ils font pour beaucoup de la recherche. Ils ont l'Institut Pasteur depuis le 19e siècle, ils ont l'INSERM depuis 60 ans, ils ont des projets de recherche hospitaliers, ils ont des financements pour faire de la recherche. Plusieurs pourcents du budget du ministère de la Santé sont injectés dans la recherche biomédicale. Et donc, l'espérance de vie en moyenne progresse, sauf quand il y a les problèmes que je décrivais tout à l'heure. Mais on a des chercheurs et on a de la formation initiale et de la formation continue obligatoire pour l'ensemble des médecins. Vous ne voudriez pas aller voir un médecin qui ne s'est pas formé et qui ne comprend même pas qu'il y a un nouveau virus. Oui, l'une des clés dans votre ouvrage, c'était de rapprocher les laboratoires de recherche et les écoles, enfin de faire dialoguer les enseignants. Mais si on avait un INSERM de l'éducation, on progresserait plus vite. C'est aussi simple que ça. S'il y avait de la formation continue, intelligente, qui part des besoins des enseignants, on progresserait plus vite. Si on partait et si on finançait les enseignants les plus innovants pour qu'ils documentent, qu'ils travaillent avec des designers et qu'ils partagent ce qu'ils ont fait avec leurs collègues, on irait beaucoup plus vite. Si on pouvait inviter tous ceux dans toutes les disciplines qui ont quelque chose à dire, et il y en a beaucoup, je ne vais pas en faire la liste, qui puissent investir là-dessus, ça irait plus vite. Ton labo ou le CRI, c'est des exceptions dans le système actuel. Pourquoi est-ce que dans chaque université, il n'y a pas une incitation? Est-ce que les enseignants-chercheurs brillants, discipline par discipline, qui veulent faire ce que toi tu as fait, il n'y a pas d'incitation à le faire? Tu pourras raconter et témoigner des difficultés que tu as su surmonter pour arriver à faire quelque chose qui est malheureusement encore unique en France. On peut prendre quelques questions de la salle, peut-être. On va remercier peut-être François, si François doit partir. Merci beaucoup et puis à très bientôt, en espérant que ça bouge un peu. Du coup, vous allez devoir vous déplacer. Je suis vraiment désolé, je ne peux pas faire autrement. Merci. On m'a interdit de me déplacer. Donc, Bonsoir à tous les trois, tous les quatre. J'avais une question. Moi, quand j'ai entendu École de demain, comme je suis anthropologue et que je fréquente beaucoup de sociologues,
j'ai pensé surtout à la question de l'exclusion sociale et de l'exclusion d'un certain nombre d'enfants, d'adolescents, d'adultes, et à l'école à 2 vitesses, voire à 3 vitesses aussi, qu'on a en France. Je voulais savoir quelle expérience directe vous avez de ça, de quoi vous avez été les témoins, et à la manière dont vous avez peut-être pensé à remédier à ces exclusions systématiques qu'il y a dans l'école, surtout publique, et dans l'université. Merci. Tu veux y aller ou j'y vais? Marie-Cécile, peut-être. Alors d'abord, juste, nos intervenants ne sont pas responsables du fait qu'on n'ait pas totalement abordé le sujet. On devait faire des choix en 1h30, mais effectivement, là, les questions sont l'occasion d'aborder ça. Donc sur cette question de l'inclusion, nous, elle nous tient évidemment énormément à cœur à la fac, en particulier en première année. Il n'y a pas de sélection, vous accueillez Non, il n'y a pas de monde. sélection. Nous, on accueille tout le monde et on accueille en particulier tous les autres, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés dans les cursus sélectifs. Alors nous, la façon qu'on a eu de faire, c'était très pragmatique. On s'est dit, on va déjà tester sur un petit nombre ce qu'on est capable de faire. Donc on a créé un truc qui s'appelle l'Institut Villebon, où on accueille des étudiants, donc c'est 70% de boursiers, 20 à 30% de handicap, des handicaps qui peuvent être assez lourds, handicap psy en général. Et Sachant qu'il y a très peu d'étudiants handicapés dans le supérieur. Ouais. Au niveau des bacheliers, il y a très peu de poursuites d'études. Ouais. Ouais. Donc on a des formes d'autisme, on a des formes de dyslexie fortes, etc. Et on les accueille dans une licence assez normale, alors interdisciplinaire, mais sciences dures, on va dire. Et on leur fait faire une licence pendant 3 ans, avec tous les profs de Paris-Saclay qui viennent pour enseigner dans ce truc. Et on essaye des choses nouvelles, et ils acceptent l'idée que c'est une sorte de laboratoire pédagogique. Et on arrive à des choses merveilleuses. Alors arriver à des choses merveilleuses sur un petit nombre, c'est pas si incroyable, mais à la fin, ils poursuivent tous leurs études, ils vont dans des masters, dans des grandes écoles, enfin, c'est hallucinant. Mais ça nous permet de tester des choses. Alors, par exemple, j'ai une collègue, Jeanne, qui a testé les maths à son rythme. Voilà, en gros, le problème, c'est qu'il ne faut pas tous les traiter de façon homogène. Et donc, on a construit des choses, mais qui se construisent vraiment, quand je parlais de design, par exemple, de design d'espace. C'est-à-dire comment on construit des lieux pour, dans une classe, quand les gens n'avancent pas tous au même rythme, qu'on puisse tous les accompagner. Donc, par exemple, très concrètement, on divise le lieu en 2. Il y a une zone cours, où le prof fait cours, une zone exo en autonomie. Il y a des systèmes de mentoring qui est que les bons élèves aident les moins bons. On peut avancer à son rythme, on peut passer son examen quand on veut, etc. etc. Donc c'est tout un truc cousu sur mesure qui permet aux élèves d'avancer et de rattraper des déséquilibres entre eux. Et le truc intéressant là, parce que plein de gens font des choses très originales comme ça, mais qui se limitent à une classe, c'est qu'après on a tout un système à Paris-Saclay pour dire ok, une fois que ça marche là, on y va et on passe à l'échelle et on le répand dans toute la licence de maths par exemple. Et donc on a ce jeu-là qu'on est en train de faire actuellement. Nous, par exemple, ce qu'on a développé avec nos smartphones, on les a d'abord testés avec eux. Une fois qu'on a vu que ça marchait avec eux, on savait que ça pouvait marcher avec n'importe quelle population. Et maintenant, on l'étend à tout le L2, par exemple, à Paris-Saclay. Donc je pense qu'il y a cet enjeu de trouver des sortes de labos où on peut tester des choses, mais que si le labo est dans l'institution, ça permet ensuite que les mêmes profs retournent dans leurs licences habituelles et emmènent ces innovations pédagogiques face à des grandes populations d'étudiants de la fac. Mais là, je parle du supérieur, je ne connais rien au secondaire. Peut-être ailleurs dans le secondaire, Marie-Cécile, par rapport aux expériences que vous aviez documentées, vous disiez qu'on innovait aussi parfois dans des endroits où il y avait extrêmement peu de moyens, et que ça pouvait être les endroits où on avait le plus d'idées. Alors, je te laisse par rapport au MOOC Learning Planet. Oui, je vous invite à aller voir l'interview de Guy Etienne, donc, qui est le responsable du collège Casse-Pressoir à Haïti, dont François a parlé, qui est dans le MOOC, je ne sais pas comment l'appeler, Learning Planet, qui va être bientôt en ligne. Sur le site du CRI, vous pouvez aller trouver ça, où il explique... Bon, ça, c'est à Haïti. Oui, en France, il y a beaucoup d'innovations, mais je vais être un peu pessimiste dans ce que je vais vous dire là. C'est-à-dire que la couverture médiatique sur les quartiers défavorisés en France... C'est jamais pour montrer les bonnes initiatives. Ça, c'est un problème quand même. C'est jamais pour montrer les bonnes initiatives. Et ensuite, la solution pour lutter contre les inégalités scolaires, moi, je pense profondément que c'est davantage de mixité. Vous n'imaginez pas, enfin si, peut-être vous imaginez, les résistances dans l'opinion publique à la mixité scolaire. Il y a une montée de l'entre-soi aussi qui était soulignée lors de notre débat l'an dernier. La segmentation s'accroît. Vraiment, entre les établissements les plus défavorisés en termes de public et ceux qui le sont le plus en termes de public, il y a des stratégies scolaires, des familles et tout, mais qui sont encore pires que dans les années 80. Il y a une résistance à la mixité sociale. Et à la question de la carte scolaire et du contournement, quoi, voilà. Du contournement, mais même toutes les stratégies pour le contourner
une opinion publique qui, globalement, a tellement peur de l'avenir, pour ses enfants. Il y a une telle pression sur la réussite scolaire au sens faire des études longues et faire des études générales. Donc ça rejoint ce qu'on disait sur les lycées pro, alors qu'il y a plein de métiers qui ont du mal à recruter. C'est complètement paradoxal. Mais il y a une résistance très forte à la mixité sociale, malheureusement. D'autres questions ? Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Bonjour, merci. Ok, on a parlé de l'école actuelle comme elle est en ce moment, c'est-à-dire les établissements physiques. Et on a aussi parlé de la maladie avec le Covid, où est-ce que vous voyez les plateformes scolaires en ligne, internationales, style Coursera, Udacity, qui sont gratuites, certes en anglais, mais qui peuvent apporter énormément d'informations et qui peuvent supplémenter les cursus scolaires. Vous voyez ça comment ? Pour la France ? Oui, vous voulez dire, vous voyez ça, est-ce que ce sont des établissements qui peuvent concurrencer les établissements non, pas dans ce sens-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra utiliser pour supplémenter les cursus actuels ? Pas pour les changer, vraiment comment les intégrer. Donc c'est quelque chose qui existe depuis entre 3 et 5 ans et l'école n'a pas beaucoup changé. Donc c'était plus comme ça. Voilà. Vas-y en premier si tu veux. Je pense que ça existe, je suis même sûre que ça existe, mais c'est au niveau individuel ou au niveau d'un lycée ou au niveau parfois d'une académie ou d'un territoire, mais c'est effectivement pas connu. Il y a très peu de plateformes où on peut, très peu de lieux virtuels où on peut échanger sur faire connaître ces choses-là. Le réseau des INSPE qui est représenté dans la salle fait des... Alors, le réseau des INSPE qui forme les enseignants. Qui forme les enseignants, voilà, c'est les anciennes SP, avant c'était les IUFM. Et encore, il y a bien longtemps, les écoles normales, mais ça n'a aucun rapport. Oui, les INSPE existent depuis un an. Institut national supérieur des professeurs de l'éducation, répertorie un certain nombre de bonnes pratiques, d'innovation pédagogique qui peuvent correspondre au modèle que vous dites là, mais effectivement c'est assez peu, c'est pas forcément connu en dehors d'un public de formateurs d'enseignants ou d'enseignants déjà sensibilisés à ces questions-là. Il y a beaucoup de choses, on ne les connaît pas et on essaie d'œuvrer pour les faire connaître, pour les diffuser, mais bon, je ne vais pas être très originale, je vais vous redire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Certainement qu'il y a des perles, il y a des trésors, mais on n'a pas forcément, au niveau de l'institution de l'éducation nationale, pas forcément là, c'est pas tellement une question de volonté, c'est une question de culture et de perdre des identités professionnelles. Parce que moi, je travaille à la CPU sur les questions de formation, la réforme de formation des enseignants. Je me rappelle avoir dit à un inspecteur général il y a 2 ans, vous savez, les profs, ils se forment tout seuls, ils ont des blogs, ils ont des sites, ils lisent des livres pour se former. Il me dit, ah oui, ils vont sur Magister. Magister, ERE, c'est un site du ministère spécial. Mais je dis non, oui, peut-être ils y vont, mais non, ils se forment tout seuls, ils savent faire des choses. Et c'est la multiplication des sources aussi dont on parlait avec le numérique. Complètement sidéré de savoir que les enseignants se formaient par leurs propres moyens parce qu'ils ne trouvaient pas ce qu'ils voulaient. Donc tout ça pour vous, je ne vous réponds pas là, mais si je vous réponds, il y a plein de choses, mais on ne les connaît pas. Et peut-être l'innovation, ce n'est pas d'inventer des nouvelles choses, c'est de trouver les moyens, mais c'est sans doute très simple de les faire connaître. Julien Bobroff, oui. Alors il y avait 2 questions, j'avais l'impression qu'il y en avait une, c'était mais est-ce que les MOOC ça marche et ça permettrait d'accompagner certains cursus en présentiel, si j'entends bien. Donc ça quand même, toutes les études sur les MOOC font qu'on en est quand même pas mal revenu. Moi tout ce que j'ai lu d'un peu documenté, où on prend 2 populations, on fait suivre un MOOC à l'une, on fait suivre des cours en présentiel à l'autre, font que quand même les MOOC ça marche pas si bien si on veut vraiment passer tout MOOC. Après, évidemment, en complément, nous par exemple, on les utilise. On a des cours où on accompagne les étudiants à découvrir des MOOC, mais on leur apprend à utiliser les MOOC. Donc on est dans un truc très hybride en fait. Sur la question plus générale des ressources, moi je rebondis. L'exemple que je vous donnais des TP qu'on a fait, alors là moi j'ai halluciné, les TP qu'on a fait sur les smartphones pour les profs de lycée. Donc moi je voulais qu'ils soient prêts avant l'été, pour que les profs les aient dès l'été. Donc en 3 semaines on pond les TP, on les balance sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux de profs qui se les passent entre eux très vite. Et puis l'éducation nationale me dit, pas de problème, on va mettre ça sur nos sites à nous via Eduscol.
Donc là, j'ai découvert Eduscol. Alors là, ceux qui connaissent pas Eduscol, c'est un roman. Et donc, ils m'ont dit, alors je leur ai dit, super, je vous envoie les PDF et tout, on a tout fait, tout est propre, tout a été validé sur le contenu par les inspecteurs. Ils m'ont dit, ah non, on n'envoie pas les PDF, on va les retravailler graphiquement par nos graphistes. Et donc, on est parti dans un tunnel, donc ils sont parus il y a 2 semaines, non, il y a 1 semaine, je crois, complètement remodelé graphiquement, c'est devenu moche, en gros, pour le dire vite. C'était lisible. C'était lisible, en fait. Ouais. Donc, à leur moulinette, avec des tas de trucs et tout, ils ont passé 2 mois et demi, donc ils ont raté le coche, évidemment, de l'été. Et donc, on a à nouveau ce problème quand même du design et du mode de diffusion. Des rouages administratifs aussi. Ouais. De la fluidité. La grande force de l'éducation nationale, c'est que c'est centralisé. C'est sa faiblesse et sa force. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'inspecteur il dit CTP, ils sont bien, regardez-les, toutes les troupes suivent plus ou moins. Mais il y a effectivement des communautés parallèles qui se créent. Moi, j'en ai découvert une, par exemple, quand on a voulu commencer à faire des jeux en ligne ou des activités en ligne à distance. On a découvert tout un monde des profs qui font des escape games en classe et en ligne. Et qui m'ont littéralement aidé à travers des Zooms à construire un escape game parce que nous, on voulait faire une rentrée pour les étudiants, mais ils ne pouvaient pas être à la fac à cause du truc sanitaire. Et on voulait quand même leur faire un jeu de piste, mais par équipe, à 1200 étudiants. Et c'est des profs de lycée qui m'ont aidé à le faire. Et donc, on a réussi à faire un jeu virtuel pour 1200 étudiants en direct, en simultané, par équipe, etc. Parce qu'ils avaient développé des pratiques complètement à côté du système, avec des outils qu'ils avaient hackés eux-mêmes et qu'ils avaient construits eux-mêmes. Et il y a toute une communauté de 300 profs autour de ces outils, avec un site web, avec un système de dialogue, etc. Donc il ne faut pas désespérer quand même que ça avance. Ça bouge quand même rapidement, je trouve. Depuis ces quelques années, ça bouge quand même rapidement. Bon, on part de loin, mais ça bouge. À chaque fois que je me lève, c'est qu'il y a une question. Voilà, on a une question estampillée de conversation, voilà. Puisque c'est Cléa qui s'occupe de politique et société. Je suis désolé, je peux pas, je suis obligé de faire... Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup, c'était très riche. J'ai une petite question. Vous parliez tout à l'heure des institutions et évidemment de l'école, de la place des enseignants. Quelle est la place que, selon vous, pourrait être accordée aux parents dans ce processus de réforme de l'école de demain? En tout cas, comment vous pensez qu'ils puissent être associés ou en tout cas intégrés à ces questions? Merci. Elle est essentielle, la place des familles. Je pense qu'elles ont pour beaucoup envie de s'impliquer, mais elles ne savent pas forcément comment le faire. Il y a parfois aussi un peu une peur de l'institution, une intériorisation d'un sentiment d'illégitimité pour participer, ou au contraire, les familles veulent être un peu trop... ça va un peu mieux, surtout à l'école primaire, ça va un peu mieux que les profs, parfois, ce qu'il faut faire. Mais effectivement, il y a des... Alors, dans les aventuriers, c'est présent. Il y a des dispositifs où les... Alors, de quelle manière c'est présent dans les aventuriers, le dialogue avec les parents? Comme c'est des très jeunes enfants et que... ils assistent, ils sont là. Oui, parfois ils assistent, c'est sur le volontariat, mais après, je ne connais pas forcément tous les détails, mais... d'une manière générale, le fait de considérer que l'élève cesse d'être un enfant quand il entre à l'école et cesse d'être un élève quand il sort de l'école, ça fonctionne plus. Mais oui, effectivement, c'est à inventer. Mais on est soit dans une volonté de prendre, de trop intervenir, soit dans un souhait d'être un peu dans une peur de l'institution. Et il y a certainement des choses à construire, mais à part des initiatives ici ou là assez ponctuelles, c'est vrai qu'il n'y a pas de systématisation de la place des familles dans l'école. Il y a quand même eu, à la sortie du confinement, un constat qu'il y avait une meilleure compréhension entre les parents et les profs, que les parents avaient mieux compris le métier des enseignants. Non, pas du tout. En tout cas, ils se rendent compte que c'est difficile, ça oui. Mais est-ce que ça va continuer? Ça va les impliquer, oui. Mais moi, c'est sûr qu'on est défaillants. Ouais. Oui, enfin là, en tant que parent, sur la question du dialogue avec l'institution pendant le confinement ou après, j'ai pas été convaincu. Mais bon, moi, j'y connais rien à nouveau sur la place des parents. Par contre, quand même, peut-être un autre point de vue, c'est du côté de la vulgarisation. Moi, je travaille beaucoup sur la question de la vulgarisation avec beaucoup de musées de sciences, d'associations, etc. Et il n'y a pas plus familial que l'activité de vulgarisation. On explique souvent que le musée de sciences, c'est le super compromis entre les parents et les enfants. Les enfants, ils voudraient aller à Disney World, en gros, ou Disneyland pour faire les zouzous toute la journée. Les parents, ils voudraient aller dans un musée très culturel. Et le musée de sciences, c'est une sorte de bon compromis où il va quand même y avoir des trucs marrants à faire dans tout ce qui se joue dans le monde de la vulgarisation et qui est un monde qui a beaucoup, beaucoup évolué dans ses pratiques et dans ses approches depuis 20 ans, là, pour le coup. Bien plus, à mon avis, que l'éducation. Et donc, je pense qu'il y a peut-être des choses à aller voir du côté de la vulgarisation. C'est pas le même travail que l'enseignement, mais du côté des pratiques, du côté des formats, du côté des apprentissages,
tout ce qui se passe et qui s'est passé sur YouTube, il y a quand même plein de choses à aller piocher et nous, on n'arrête pas de faire ça maintenant, c'est-à-dire à laisser une certaine porosité entre nos actions de vulgarisation et nos actions d'enseignement et à aller à chaque fois de l'une vers l'autre et à ramener des choses qu'on a appris en enseignement vers la vulgarisation et réciproquement. La valorisation de la science. Mais si je pense à un exemple concret, c'est un guide qu'a fait le Clémy, qui s'appelle La famille tout écran, qui a été fait par Virginie Sassoon du Clémy. Alors, le Clémy qui s'occupe de l'éducation aux médias. Voilà, le centre de l'éducation aux médias qui dépend de Canopé et qui ne dépend pas exactement du ministère, mais qui est quand même dans le grand giron. Aux dangers et aux opportunités des écrans, parce que les parents ne savent pas forcément toujours transmettre aux enfants, notamment aux plus jeunes, mais aussi aux ados, les risques et les manières d'utiliser les écrans. Ils en ont fait un truc très partagé en disant c'est un projet commun. Et les enfants apprennent aussi. Au Clémy s'est rendu compte que les enfants apprenaient aussi aux parents ou aux grands-parents d'utiliser les réseaux sociaux parce que par exemple Facebook c'est plus utilisé par les seniors et c'est un des endroits où les fake news se propagent le plus, mais c'est plus propagé par les plus de 50 ans que par les enfants, donc ça marche aussi dans les deux sens. Peut-être juste pour terminer, rappeler que sur la vulgarisation, je crois que vous défendiez le fait que le chercheur ne délègue pas totalement son rôle au médiateur de sciences, que le chercheur continue à intervenir dans la vulgarisation, dans le contact avec les publics. Donc ça rejoint un petit peu aussi les interventions sur The Conversation. Voilà. Ah oui. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'Aurélie? Oui, il y en a une juste là, monsieur. Alors, on va suivre le protocole. Hein. Je le respecte. Voilà. Je vais revenir sur la question de l'apprentissage. Vous m'entendez? C'est difficile, mais... Je fais ce que je peux. De l'apprentissage par projet, dont on a parlé tout à l'heure. Et en tout début de conversation, vous aviez évoqué aussi la question de la citoyenneté dans l'école, initialement. Avez-vous connaissance de toute école s'inscrit dans une territorialité, c'est-à-dire dans une ville, pour faire court? Et autant les écoles primaires, on comprend très bien comment les choses peuvent s'organiser avec la ville, déjà sur un plan administratif, souvent la cantine et autres. Pour les collèges, c'est beaucoup moins évident, pour les lycées aussi, pour la fac encore moins. Là, j'étais à l'école de management de Lyon à côté, qui elle s'inscrit davantage dans l'écosystème local. Et je voulais savoir si dans cette logique d'apprentissage par projet, y avait-il en fait des partenariats noués avec la territorialité qui forme potentiellement le terreau de la citoyenneté de l'enfant ou de l'adolescent? Alors peut-être juste aussi, c'est que les écoles primaires, elles dépendent des mairies, elles sont très liées aux mairies, et le collège et le lycée, en fait, on va dépendre de la région, du département et de la région, voilà. Donc c'est ça aussi qui joue un petit peu, mais je vous laisse. Pour les universités, oui, c'est très présent. Les universités maintenant participent vraiment activement de l'écosystème dans lequel elles sont ancrées. Et les étudiants sont de plus en plus invités à travailler avec des projets avec des associations culturelles, humanitaires, etc. En particulier parce que maintenant, les compétences acquises dans le bénévolat étudiant sont reconnues par un certain nombre de crédits universitaires dans les cursus. Mais les universités ont à cœur, et ça marche plutôt bien. Il y a des inégalités, évidemment, et ça dépend des territoires, mais de travailler en étroite collaboration, de s'ancrer dans un territoire et de ne pas être un enclos, un truc un peu isolé. Et d'ailleurs, elles sont de plus en plus maintenant construites dans les villes et moins à l'écart des villes comme c'était le cas autrefois. Et elles sont plus actrices de leurs écosystèmes en lien avec les associations, avec le lien avec le monde économique aussi, qui a besoin de main-d'œuvre, et les étudiants ont besoin d'être embauchés ensuite. Donc oui, ça change quand même, il y a une dynamique en ce sens. Pour les collèges qui dépendent des départements, en tout cas sur le plan infrastructurel, et les lycées pour les régions, là c'est un peu la décentralisation qui va parler. Les universités sont des établissements autonomes, donc elles ont chacune leur politique. Après, il y a à la fois la dimension ministérielle, rectorat pour les établissements scolaires, et puis les politiques régionales et départementales pour d'autres aspects. Donc c'est très différent d'un territoire à l'autre. Peut-être l'ancrage géographique, vous l'avez beaucoup à Saclay, non
Ouais, mais alors nous, on n'est pas près de la ville. Oui, pas près de la ville, Non, mais vous avez un mais, travail autour de la question Ouais, de non, bien sûr, mais l'écosystème. je souscris complètement à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a il y a une grosse évolution vers beaucoup plus de milieux associatifs, de liens avec le territoire, de liens avec la ville et d'ancrage dans la cité, on va dire, même si nous, la cité, elle est un peu éclatée, qu'il y a 20 ans où c'était vraiment un milieu académique complètement clos. Donc ça, c'est clair. Et je ne sais absolument pas ce qui se passe au lycée ou au collège, donc voilà. Je vais laisser Aurélie le soin de clore les débats et de remercier nos invités, c'est mais je vais quand même vous signaler qu'il y a un cocktail, vous êtes toutes conviées à un cocktail juste après, pour que justement la conversation se poursuive. Non, mais je pense que tu as très bien conclu voilà cette table ronde, et on remercie vraiment nos intervenants d'être venus dans ce contexte pas si évident. Marie-Cécile, on est ravis que vous ayez pu venir dès le début. Et merci aussi Julien Bobroff pour toutes ces expériences de TP, etc. J'espère que vous continuerez à les raconter sur The Conversation. Merci. Merci.